En ce moment, on s'entretient avec Mme Caroline Saint-Hilaire, qui est la candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Sherbrooke. Bienvenue, Mme Saint-Hilaire, à l'émission. Merci de l'invitation. Donc, avec vous, on va discuter un peu de votre parcours brièvement, puis ensuite, on va discuter avec vous de quelques enjeux de votre plateforme, puis ensuite des enjeux à Sherbrooke. Premièrement, pourquoi avoir choisi la Coalition Avenir Québec pour se présenter de nouveau en politique? C'est une très bonne question. En fait, essentiellement parce que la force de la Coalition Avenir Québec, c'est de pouvoir regrouper, dans le fond, de pouvoir parler autant d'identité, de fierté que d'économie. Et je trouve ça particulièrement porteur pour moi et c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de revenir en politique. Pendant longtemps, les autres partis, que ce soit le Parti libéral ou le Parti québécois, et même parfois Québec solidaire, on a voulu confronter un peu les deux questions, à savoir que soit un parti parlait davantage de fierté, d'identité, un autre parlait davantage d'économie, développement économique, mais jamais un parti n'aura parlé de façon aussi pragmatique, aussi efficace, aussi intensément de ces deux enjeux-là. Alors, ça m'habite, ça m'anime et je ne vous cache pas, surtout en pleine crise d'inflation où les gens de Sherbrooke ont de la difficulté à joindre les deux bouts, ben justement, quand on leur propose des actions concrètes au niveau du développement économique, je trouve ça particulièrement stimulant, sans jamais renier qui on est, notre langue, notre culture. Alors, c'est essentiellement la première raison. Il y en aurait plein d'autres, honnêtement. Mais c'est aussi plein d'autres valeurs qui me rejoignent. Moi, je suis une fille qui aime les résultats. Je viens en politique pour servir, bien sûr, Sherbrooke. Je veux mettre mon expérience à contribution des gens de Sherbrooke. Je m'en viens pas faire du militantisme. Je m'en viens pas défendre des valeurs idéologiques. Je veux vraiment apporter mon soutien, notamment, bien sûr, aux étudiants qui nous écoutent, aux jeunes, aux moins jeunes, aux organismes communautaires, aux gens d'affaires, aux différentes institutions qui sont sur leur territoire. Alors, je partage les valeurs de la Coalition Avenir Québec, là, qui sont essentiellement, dans le fond, de livrer ce qu'on a promis. On le sait que la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition, donc des gens qui nécessairement ne doivent pas penser pareil. Pour vous, c'est quoi votre définition de la coalition? Puis comment cette définition-là de la coalition peut se traduire dans l'avenir du Québec? Je sais que c'est un jeu de mots avec le nom du parti, mais oui. je trouve ça intéressant de vous entendre là-dessus. Ben oui, puis je suis contente qu'on aborde cette question-là parce que souvent, on parle de la CAQ. Moi, j'aime beaucoup plus parler de la Coalition Avenir Québec. Tout est là dans ce titre-là du parti. Vous l'avez bien dit, parce que oui, c'est une coalition. Il y a des gens peut-être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, mais bon, la gauche et la droite au Québec, je trouve que ça finit pas mal souvent par se ressembler, à part certaines peut-être extrémités, là, mais essentiellement, à la Coalition Avenir Québec, il y a vraiment des différentes façons de penser, mais ultimement, l'objectif, on a tous le même objectif, c'est de servir le citoyen. On a toujours le même intérêt, c'est défendre le Québec. Ultimement, c'est vraiment ça. Et oui, il y a des gens de tout horizon. Il y a des gens qui sont issus du milieu communautaire, de l'enseignement, du droit, des affaires. Il y a vraiment des gens de tout horizon. Donc, oui, c'est une coalition à venir parce qu'effectivement, on s'en va pas en politique pour garder le train passé. On s'en vient en politique parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on veut que l'avenir soit porteur. On veut que nos enfants soient dans une belle société qu'est le Québec, puissent contribuer. Donc, c'est super important. Puis, parce que c'est le Québec. Coalition Avenir Québec, parce que c'est notre allégeance, notre seule allégeance qui est envers le Québec. Parfait. Je vais revenir peut-être un peu sur un élément de votre réponse. Ça serait quoi peut-être le projet de société que vous prônez à la CAQ? Je sais que vous avez parlé de nationalisme tantôt, mais de projet de société, un projet qu'on peut voir à long terme puis que tous vont être inclus à l'intérieur? Bien, un des grands projets, je pense, c'est M. Legault qui l'a annoncé en pleine campagne électorale parce qu'on parle beaucoup de changement climatique et ça préoccupe tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. On veut tous y contribuer, on veut tous faire notre part.
Et M. Legault, quand il a annoncé justement son grand chantier pour la transition écologique, économique, c'est intéressant même de parler des deux, justement de joindre le développement économique avec les changements climatiques, de ne pas les opposer. Moi, je comprends bien là, qu'on a des défis importants au niveau des changements climatiques, mais je suis pas du genre à croiser mes bras puis à dire ben c'est grave, il y a une crise et de crier et de m'indigner. Moi, je veux trouver des solutions et j'aime à penser qui dit crise dit opportunité. Et tout d'un coup, que dans cette crise climatique, il y aurait des opportunités pour le Québec, justement, avec son électricité, qui est une énergie propre, entre autres, là, il y en a d'autres, là, mais l'électricité, on le sait, là, c'est la marque de commerce du Québec. Ben, si on se servait de cette énergie-là pour propulser le Québec, pour propulser Sherbrooke aussi, il y a plein d'innovations qui se fait à Sherbrooke. Ben, moi, je pense que ça commence à ressembler à un beau projet de société de dire qu'on ne se transforme pas en victime face au changement climatique, mais on se transforme en leader. Le Québec se positionne en disant on a une énergie propre, on va justement faire davantage d'électrification et on va vendre notre électricité, on va construire des barrages et éventuellement, je pense que ça peut devenir sur le plan autant du fait qu'on veut devenir carboneutre que de dire ben on contribue à l'ensemble de la diminution des GES planétaires parce que, on va se dire, là, on pourrait tous, demain matin, c'est un peu ce que Québec solidaire souhaite, retirer tous les véhicules au Québec, tout faire les efforts dont Québec solidaire voudrait qu'on fasse, punir les Québécois constamment, taxer les Québécois, ça ne réglerait pas le sort mondial, le sort de la planète des changements climatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut en faire. Puis on a déjà commencé dans le cadre du dernier mandat à la Coalition Avenir Québec, notamment au niveau des consignes, au niveau des bouteilles, au niveau du recyclage, du compost. Les municipalités font beaucoup d'efforts. Au niveau de l'électrification des différents transports en commun. Donc, il y a plein de mesures déjà concrètement. Oui, il faut faire ça, mais il faut aussi transformer cette crise-là pour que le Québec là, puisse tirer son épingle du jeu. Mais moi, quand que je regarde votre plateforme en environnement, là, mis à part la création du Fonds bleu, là, qui est là pour protéger nos lacs et nos rivières, là, quand on compare justement avec la plateforme du Parti québécois ou même celle de Québec solidaire, on pourrait presque dire que votre plan manque peut-être d'ambition pour l'avenir. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Bien, c'est-à-dire sur quelle perspective on peut penser qu'on manque d'ambition. Le problème souvent, puis on va se le dire, c'est facile dans l'opposition de promettre 50 000 logements, de promettre 80 000 immigrants, de promettre qu'on va atteindre nos cibles en GES. Dans la vraie vie, là, c'est jamais arrivé qu'un gouvernement respecte ses cibles. Moi, je préfère des actions concrètes, des engagements concrets, réalistes, que de promettre des choses qui n'arrivent jamais. Ça fait combien d'élections qu'on entend parler qu'on va régler la situation en santé? C'est la première fois qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment des partis politiques qui constamment vous disent « Savez-vous quoi? On va atteindre nos cibles. Vous y croyez vraiment? Ça n'arrive pas. » Et plus que ça, dans la vraie vie, là, le Québec est une province parmi d'autres au Canada. Le Québec seul, même si demain matin, on faisait tout ce que les 5 partis politiques souhaitent, ça ne réglerait pas le sort du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Puis possiblement qu'il y a des bonnes mesures proposées par l'ensemble des partis. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire, oui, notre effort sur le plan individuel, on va faire notre effort sur le plan gouvernemental, mais on va aussi transformer ça en opportunité. Et c'est là où je trouve que c'est majeur comme différence. Parce qu'on est vous parlez du Parti québécois, il y a Québec solidaire, ils sont davantage dans la taxe, dans la décroissance, dans la fermeture d'entreprises. Je veux dire, on est complètement ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que la population de Sherbrooke va nous suivre dans cette stratégie-là? Moi, je pense pas. Les portes que je frappe tous les jours, les gens à qui je parle tous les jours, ils ne sont pas là du tout. La réalité, c'est qu'il y a encore des familles qui ont 2 voitures. Déjà, c'est un défi, mais une voiture, un VUS, 2, 3 enfants, un chien. Et là, on leur dit, on va vous taxer si vous continuez d'utiliser des voitures comme ça. Je ne pense pas qu'en punissant les Québécois, on avance d'une quelconque façon. Oui,
il faut s'adapter, il faut transformer notre façon de faire, mais pas punir les Sherbrookeois. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné parce que ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Là. Vous avez mentionné, c'est jamais arrivé qu'un gouvernement respecte ses cibles. Pourquoi, alors qu'un gouvernement devrait faire des cibles? Vous avez des cibles de réduction de GES, là, c'est 37,5 d'ici 2050. Pourquoi avoir des cibles? Ben, parce que c'est un engagement notamment international, puis il y a des attentes à ce niveau-là. Mais quand vous parlez du Parti québécois qui parle de, je pense que c'est 55 des cibles. Mais moi, je parle pas du Parti québécois, moi, je parle de ce que vous avez mentionné, puis parce que moi, je vous repose la question par rapport à vos cibles. Oui, ben, c'est ça, mais en fait, nos cibles sont plus réalistes. Parce que c'est vous qui m'avez amené sur l'engagement du Parti québécois. Vous disiez, bon, leur plateforme est plus audacieuse. Bien, plus audacieuse. Ils vous promettent 55 au niveau des cibles de GES. Nous, ce qu'on dit, c'est que... Ça, c'est Québec solidaire, Mme Saint-Hilaire. Ben, non, mais je reprends votre question de tout à l'heure. C'est ça que vous m'avez dit tantôt. Là. Ah oui, non, mais c'était à titre d'exemple là, pour la plateforme de PQ, non, PQS. Mais je faisais du pouce sur votre question. Nous, notre engagement, c'est de réduire les GS à 37,5 et ce qu'on veut surtout, c'est atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est s'adapter au changement climatique. Donc, c'est une vision complètement différente. Ça, je vous le concède. Mais nous, on se dit, à chaque fois, on promet d'atteindre des 55 ça n'arrive pas. Nous, on fait ça sur plusieurs niveaux. On pense qu'on est davantage réaliste, davantage concret et surtout davantage en phase avec ce que la population souhaite. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle, en fait, de votre plateforme en éducation du côté de la Coalition du Québec. Évidemment, on le sait là, que dans les derniers 4 ans de la CAQ, là, on le sait que le parti a massivement investi dans la rénovation des écoles ou même la construction de nouvelles écoles. Par contre, on voit encore aujourd'hui que l'investissement n'était pas suffisant, puis il faut encore investir davantage. Dans la circonscription de Sherbrooke, il y a une école en particulier, celle de Mitchell-Montcalm, que vous avez annoncée, qui va être reconstruite totalement d'ici 2026. Mais il n'y a pas juste l'enjeu de reconstruire une nouvelle école, aussi il y a l'enjeu de rénover aussi les autres écoles. Est-ce que votre parti peut continuer d'autres engagements dans ce sens, surtout pour la circonscription de Sherbrooke? Ben oui, vous avez raison de dire que on a construit davantage d'écoles de ce que le gouvernement précédent avait fait dans le cadre du dernier mandat. Et M. Legault l'a dit, là, on va augmenter le plan québécois d'infrastructure, justement en éducation, parce que effectivement le besoin est immense, tant au niveau des écoles secondaires qu'au niveau des écoles primaires, tant au niveau de la construction que de la rénovation. Ça, oui, il y a l'école Mitchell-Montcalm qui est annoncée, vous l'avez bien dit. Et pour les autres écoles, ben là, on va voir aussi avec la municipalité quels sont leurs besoins. Il y a des besoins partout dans toutes les villes du Québec, c'est énorme. Puis je suis contente que vous posiez la question parce qu'il y a l'enjeu du béton qui est très important. Puis des fois, on envoie comme le message que c'est juste du béton, mais c'est aussi un milieu de vie. Et c'est important parce que si on veut donner le goût aux jeunes de rester à l'école, ben, il faut que l'école soit quand même attrayante, invitante. Et même pour les enseignants, si on va avoir le goût d'enseigner puis qu'on est dans des environnements, disons, démoralisants, ça aide pas non plus. On a beau améliorer leurs conditions de travail. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des investissements à faire au niveau des infrastructures. Pour l'instant, l'engagement pour Sherbrooke, ça a été l'école Mitchell-Montcalm. Et on verra s'il y a d'autres demandes au niveau de la ville pour d'autres écoles. Ben, on va continuer de faire la discussion là, avec les personnes concernées. Évidemment, bon, l'école Mitchell-Montcalm, comme on l'a mentionné, c'est une promesse de cette élection-ci. Cependant, ça fait plusieurs années que, par exemple, le directeur adjoint, M. Carl Mercier, qui s'occupe du centre de services scolaires, mentionne que l'école est un enjeu très important pour la région. Il y a eu 3 refus, le dernier étant en juin pour la reconstruction d'une nouvelle école complète. En 2020 aussi, il y a eu des investissements massifs faits en éducation, mais Mitchell-Montcalm a été oublié. Pourquoi faire une annonce en 2022? Il y a plusieurs de vos adversaires qui vous ont critiqué comme quoi que c'était électoraliste de faire ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça?
Ben, moi, je pense que si on n'avait pas fait cet engagement-là, qu'on viendrait avec moi, on aurait dit être déconnecté, Caroline Saint-Hilaire, parce que c'est une demande du milieu. Alors, je pense que c'est important. Ce qui doit probablement vexer les membres de l'opposition, c'est que le premier ministre du Québec en a fait un engagement personnel prioritaire pour Sherbrooke, et c'est pas rien quand même. Je pense que l'ensemble de la communauté a applaudi, et même les 4 partis d'opposition en ont fait des engagements eux aussi. Je tiens à dire d'ailleurs qu'un engagement du Parti libéral, qui ont été là pendant 15 ans, n'ont jamais priorisé l'école Mitchell-Montcalm. Donc, je trouve ça un peu particulier de nous faire le reproche de prendre un engagement en pleine campagne électorale, parce que c'est un peu ça, une campagne électorale, hein, c'est de faire des engagements pour l'avenir. Alors, moi, j'arrive et je propose cet engagement-là à la demande de la communauté. Deuxième point, tout à l'heure, je faisais référence au niveau du PQI, du Plan québécois d'infrastructure. Il a été augmenté dans le cadre du dernier mandat, mais la demande était beaucoup plus grande que ce qu'on avait comme moyens financiers. Malheureusement, dans le dernier mandat, l'école Mitchell-Montcalm n'a pas pu rentrer. Pas parce que le projet n'était pas intéressant, parce que la demande de partout dans toutes les villes du Québec était très, très élevée. Il fallait rattraper le retard du manque d'investissement des précédents gouvernements. C'est ça la réalité. Alors moi, je préfère prendre un peu de chaleur de l'opposition qui se plaint d'un si bel engagement et non pas priver la communauté de Sherbrooke d'une belle école tant attendue. On va discuter maintenant d'un autre enjeu qui est quand même primordial à Sherbrooke pour le développement économique, en fait, de la ville et même de la région. On va parler du lien Montréal-Sherbrooke. On sait que ça fait très longtemps là, que c'est dans les médias locaux ici. Là. Il y a plusieurs études même qui ont été menées par le passé là, pour la réalisation d'un train. Maintenant, là, ça devient quasi nécessaire puisqu'il va y avoir des zones d'innovation. Là, ici même à Sherbrooke, même à Bromont. On sait qu'il y en a qui parlent d'avions, de trains. Vous, Mme Caroline Saint-Hilaire, qu'est-ce que vous avez à proposer comme projet pour l'enjeu du lien Montréal-Sherbrooke? Mais en fait, c'est pas moi qui va proposer un projet parce qu'il y a déjà 2 projets qui sont sur la table. Et je pense que c'est important de bien expliquer les 2 projets qui répondent à 2 besoins complètement différents. Il y en a qui veulent faire de l'idéologie, là, mais moi, je vais vous faire un peu de pédagogie. Le train, là, c'est pour répondre à une volonté de transport collectif, actif, dynamique, de dire on veut se rendre de Sherbrooke à Montréal, possiblement éventuellement plus loin à Boston, et peu importe, mais c'est de dire point A, point B, Sherbrooke, Montréal. Ça, c'est un beau projet qui est porté par des maires de différentes municipalités et le gouvernement de la CAQ a même financé, je pense, autour de 500 000 $ pour une étude. Et donc, on va attendre les résultats de la faisabilité de tout ça, mais on y croit puisqu'on a investi déjà un montant d'argent pour cette étude. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire, pour l'avion, on a un aéroport à Sherbrooke. Mais là, on ne parle pas de dire, on est bien conscient, que les gens ne vont pas prendre l'avion de Sherbrooke vers Montréal. C'est davantage Sherbrooke vers le monde. Parce que, imaginez un instant qu'éventuellement, on puisse dire, on part de Sherbrooke, on stationne notre voiture à Sherbrooke, on passe les douanes, et oui, il peut y avoir un vol vers Montréal, mais après ça, on s'en va, je ne sais pas moi, peu importe la destination, Paris, peu importe, là. Donc, c'est ça la réalité, mais c'est aussi de faire venir des gens. Vous avez parlé de la zone d'innovation. Quand les gens arrivent à Montréal, à l'aéroport de Montréal, là, ils doivent s'en venir à Sherbrooke. S'il y avait un transit vers Sherbrooke au niveau de l'avion, ce serait beaucoup plus facile pour les entreprises, pour les travailleurs, pour les commerçants. Donc, il y a cette avenue-là qui est complètement un autre objectif. Et pour revenir sur l'enjeu du train, il y a quelque chose de super intéressant. La réalité, c'est que les rails ne sont pas de niveau, niveau, j'oublie le terme, là, mais sont pas de niveau pour faire passer des trains en 2022, là. J'oublie le terme exact, là, mais vous me pardonnerez. Mais ça va nécessiter des investissements importants pour modifier ces rails-là. Il va falloir aussi négocier avec le CP, qui sont les propriétaires des rails. C'est pas chose faite pour demain matin. Alors moi, vous me demandez, j'aime les 2 projets. Moi, j'ai de l'ambition pour Sherbrooke. Je pense qu'on peut mener les 2 de front qui n'ont pas le même objectif. Je pense qu'il faut qu'on arrête de les opposer comme si on faut choisir entre les 2. Les 2 sont différents, les 2 sont intéressants,
puis faisons-les avancer pour l'intérêt de Sherbrooke. Donc, pour une éventuellement peut-être future députée de la CAQ ici à Sherbrooke, ce seraient les deux projets qu'on pousserait dans deux objectifs complètement différents, c'est bien ça? Exactement. Vous avez tout résumé ma pensée. Parfait. Donc, je vais aussi discuter d'un autre enjeu aussi qui touche un peu Sherbrooke, mais qui touche aussi toutes les autres municipalités au Québec. Madame Évelyne Baudin, lors du dernier conseil municipal, a fait mention que les municipalités au Québec, il y avait un certain sous-financement puis qu'il y avait une certaine difficulté pour les villes à répondre aux besoins pour rénover ou même construire de nouvelles infrastructures publiques. Elle a fait mention pendant son discours du fait que ça serait un avantage de rapatrier 1% de TVQ pour le financement des villes et des municipalités. En tant qu'ancienne mairesse, évidemment, d'une grande ville, en fait, au Québec, là, Longueuil, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de Mme Baudin? Bien, pas juste l'ancienne mairesse, le gouvernement de la CAQ qui est d'accord, parce que c'est le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui a donné justement le pourcent de la TVQ aux municipalités dans le cadre du dernier pacte fiscal. Ce que la mairesse de Sherbrooke demande, c'est ce qu'on a toujours demandé les élus municipaux, et c'est le gouvernement, donc, de la CAQ qui l'a livré. Et M. Legault, justement, ce matin, faisait un discours à l'Union des municipalités du Québec et a pris cet engagement de rendre ce pourcentage-là aux villes de façon récurrente. Donc, je pense que la mairesse va être contente, l'ensemble des maires du Québec vont être contents de savoir que ça fera partie du prochain pacte fiscal, ce sera de façon récurrente. Il faut aussi dire que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a été un des gouvernements les plus généreux avec les municipalités. Moi, je vous le dis, là, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai rarement vu un gouvernement aussi respectueux, non seulement des compétences, mais de voir les villes comme des partenaires. C'est pas rien, là, notamment la CAQ a donné 16 millions à la ville de Sherbrooke. C'est une petite aide spéciale là, après la pandémie parce qu'il y a eu des enjeux pour les municipalités. Donc, quand la ville fait des demandes, des représentations auprès du gouvernement, moi, je pense qu'il y a moyen de s'entendre. Il y a des montants qui sont disponibles. Il s'agit tout simplement de présenter des projets, de travailler ensemble. Mais il faut aussi se rappeler qu'ultimement, là, c'est toujours le même contribuable. Moi, je peux bien dire que le gouvernement du Québec transfère de l'argent aux villes. Mais vous savez, là, il n'y a pas d'arbres qui poussent dans les arbres. Il n'y a pas d'argent qui pousse dans les arbres. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent ça, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que si le gouvernement transfère 1 million, 2 millions, ben l'argent vient des contribuables. Quand les villes prennent de l'argent, ça vient des taxes foncières, ben c'est toujours le même contribuable. Il faut trouver des façons un petit peu plus novatrices, justement, pour que, les villes fassent du développement et que les gouvernements, notamment du Québec, les gouvernements supérieurs, ben, soient en soutien aux municipalités. Et c'est dans ce sens-là là, qu'on va travailler si tant est que les gens de Sherbrooke me font confiance. Maintenant, on va discuter de quelques enjeux de la communauté étudiante ici même à l'Université de Sherbrooke. La FEUS, en fait, a publié un document qui est public, là, d'ailleurs, sur quelques enjeux. Puis moi, en fait, on se demandait ici, à notre émission, ça serait quoi vos engagements par rapport à ces enjeux-là? On a retenu quelques enjeux, donc après ça, je vais vous demander juste de répondre si ça pourrait être soit dans la plateforme de la Coalition de Québec qu'on n'a pas vu, ou soit peut-être des enjeux que vous pourriez même vous engager à faire dans le futur. La plateforme est disponible en ligne. Oui, non, je le sais, mais des fois, on ne sait pas les prochaines annonces, on les sait pas. Ah, oui, je comprends. Dans ce sens-là, je sais, votre plateforme est en ligne. Je l'ai dans un onglet ouvert aussi pour m'aider. Okay. Donc, dans un des enjeux que la FEUS, c'est que, évidemment, bon, il y a une crise du logement, puis qui touche aussi quand même les étudiants. Ça serait, c'est quoi, dans le fond, l'enjeu? En fait, pas l'enjeu, mais une promesse que vous pourriez faire pour que le logement demeure quand même abordable, surtout pour les étudiants. Là. On sait que les étudiants ne peuvent pas nécessairement fournir une grande part de leurs revenus pour se loger. On sait que Mme Labrie ici a fait même une annonce là, pour construire même des nouvelles résidences étudiantes. Là. Qu'est-ce que ça serait de votre côté? Oui. Mais Mme Labrie, elle peut promettre des constructions, mais la réalité, c'est que c'est pas le gouvernement du Québec qui tient le marteau. Le défi, c'est justement de travailler avec les promoteurs, travailler avec les différentes OSBL ou même avec la municipalité. Pour trouver des terrains. 2, pour trouver des projets. Sinon, travailler sur le patrimoine bâti. Oui, il faut travailler pour que les étudiants aient accès à des programmes et c'est pour ça que
on a pris l'engagement que les programmes soient un petit peu plus flexibles, diversifiés pour que les étudiants s'y retrouvent, d'avoir accès notamment au logement social. Je pense qu'il faut qu'on trouve des façons que tout le monde se parle. Parce que moi, ce que je suis un peu tannée, là, c'est qu'on parle de crise du logement depuis pas mal d'années. Ça fait pas 2-3 ans, là, ça fait très, très, très longtemps. J'étais mairesse, on avait des enjeux. J'ai rencontré l'Association des locataires de Sherbrooke qui m'ont dit depuis le début des années 2000, c'est un problème. Il faudrait qu'on arrête à chaque année de dire, on s'y prend tôt ou tard. Est-ce qu'on peut voir le problème en amont? Est-ce qu'on peut rencontrer les gens de la ville? Le gouvernement du Québec a mis sur la table là, 1,8 milliard de dollars ou 1,2, excusez-moi, là, j'ai comme un doute, 1,2 milliards, pour le logement. L'argent est là. Il faut juste 1,8 milliard de dollars. Je viens de voir ma note comme il faut. 1,8, excusez-moi. 1,8 milliard de dollars pour le logement. Donc, l'argent est là. Il faut que les villes travaillent avec le gouvernement. Il faut qu'ils travaillent avec les promoteurs, avec les OBNL, avec les coops, justement pour que les étudiants puissent avoir accès à ces logements-là. Et moi, c'est ça ma façon de travailler. C'est pas d'opposer, c'est pas de juste critiquer. C'est de dire, parfait, oui, il y a un problème avec les étudiants. Est-ce qu'on s'implique davantage? Bon, je sais qu'il y a Utile chez vous. Est-ce qu'on travaille avec les résidences étudiantes? Est-ce qu'on travaille avec des promoteurs pour réserver des secteurs ou des sections pour les étudiants? Je pense qu'il faut tout mettre sur la table. Et c'est pour ça que le programme est davantage là, diversifié pour donner accès à tout le monde. Parce que, bon, là, vous parlez des étudiants parce que ça vous touche, puis je le comprends. Mais il y a aussi un enjeu pour les aînés, pour les familles qui ne trouvent pas nécessairement de logement pour avoir accès par exemple, quand on a une famille un petit peu plus nombreuse. Donc, ça aussi, là, c'est un défi qui n'est pas propre à Sherbrooke en passant, là, qui est important, je comprends bien pour Sherbrooke, mais c'est un enjeu important pour beaucoup de grandes villes du Québec. Maintenant, dernier enjeu, puis ensuite, ça va être la fin de l'entrevue. On sait qu'évidemment que le transport en commun, c'est quand même assez populaire à Sherbrooke, là, surtout pour les étudiants parce que, bon, il y a une certaine forme de gratuité puisque c'est inclus dans les frais de scolarité. Mais il y a beaucoup d'endroits à Sherbrooke où est-ce que, dans le fond, le réseau est mal structuré. Là, je pense ici plus dans l'ouest ou même dans l'est à quelques endroits. L'une des mesures qui est mentionnée par la FEUS, c'est que le candidat doit peut-être s'engager à mettre des mesures en place pour développer et optimiser, en fait, le réseau du transport commun en Estrie. C'est quoi les engagements de la CAQ ou de vous sur le transport en commun en général? Oui, en fait, le transport en commun est important. Là, nous, à la CAQ, on a quand même pris l'engagement d'investir 15 milliards là, de dollars pour le transport en commun. Mais ça aussi, ça doit se faire avec la ville parce que là, pour l'instant, la ville de Sherbrooke est en train de compléter son plan de mobilité durable. Et ça va partir de ce plan-là pour le développement du transport en commun, du transport actif. Et ça, c'est très important parce que l'aménagement du territoire, ça part de la municipalité. Le gouvernement du Québec, lui est là comme bailleur de fonds, comme partenaire financier, mais c'est à la municipalité de voir comment elle peut définir son plan de transport. Et ça, c'est important pour moi là, de respecter les compétences de la ville. Mais on sera là en soutien. Tout dépendant des projets de la ville de Sherbrooke. Mais une chose est claire, là, il faut absolument que l'offre soit améliorée. Parce que si on veut que les jeunes, mais pas juste les jeunes, que tout le monde utilise le transport en commun, il faut qu'il soit agréable, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit efficace aussi. Donc, c'est ça le défi qui nous guette. Puis on le sait, on en est bien conscient. Les transports, là, c'est quand même la source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on y contribue. Et donc, on va voir avec la ville de Sherbrooke quel sera son plan et on sera des partenaires à partir de ce moment-là. Madame Caroline Saint-Hilaire, candidate de la Coalition Avenir Québec à Sherbrooke, merci beaucoup pour votre temps pour cette entrevue et on vous souhaite bonne fin de campagne pour les 2 semaines qui restent. Merci, à bientôt.